On va commencer tranquillement, comme on est sur un format assez court et les retardataires nous rejoindront. Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Donc, avec Louise, on avait envie de tester un nouveau format de webinaire flash d'une durée assez courte. Donc là, on vous retient pour une trentaine de minutes. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez après ce webinaire. Donc, on a choisi d'aborder les leviers de l'employeur pour agir sur le pouvoir d'achat de ses salariés, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet qui revenait souvent. On est souvent interrogé là-dessus, sur tous les dispositifs de manière un peu éparpillée qui peuvent exister. Mais c'est quand même un sujet récurrent dans le contexte actuel où les employeurs ont envie et besoin d'agir à ce niveau auprès de leurs salariés pour recruter, mais aussi pour fidéliser, mais qui ne peuvent pas forcément augmenter la rémunération en augmentant en fait le taux horaire de leurs salariés. Et voilà, ils cherchent d'autres moyens pour compenser ça. Donc nous, on a décidé de vous présenter, de vous faire un panorama de tous les dispositifs qui peuvent exister et qui ont un régime social de faveur donc qui est attractif pour l'employeur. Donc voilà, le but, c'est pas de vous détailler chacun des dispositifs qui existent, mais plutôt de vous présenter tout ce qui peut exister et le régime social de faveur attaché, et aussi de vous montrer en quoi le formalisme juridique à mettre en place en contrepartie est important justement pour éviter les risques de contrôle URSSAF. Et voilà, une précision, tout ce qu'on va vous présenter maintenant, ce sont des dispositifs qui sont facultatifs. Ce n'est pas des obligations de l'employeur, donc c'est vraiment à mettre en place si vous le souhaitez. Voilà, c'est important pour la suite. Donc, voilà, on a décidé de découper ce webinaire en plusieurs thèmes pour que ce soit plus cohérent et aussi que vous puissiez faire des liens tout simplement entre les dispositifs qui existent et pourquoi pas cumuler certains dispositifs d'un même thème. Donc, comme vous le voyez, on aura un premier thème sur les trajets entre le domicile et le lieu de travail, un second thème sur l'épargne salariale. Ensuite, on se concentrera sur les loisirs et vacances, puis sur les services à la personne, pour finir enfin sur un petit focus sur les conditions de travail. Donc, on va attaquer par le premier levier, donc les trajets domicile-lieu de travail. Donc, il y a 7 dispositifs qui sont possibles à mettre en place pour l'employeur auprès des salariés. Donc, il y a la prime transport qui permet du coup aux salariés, à l'employeur de bénéficier des exonérations de cotisations sociales dans la limite de 700 € par an par salarié et donc 400 € maximum en frais de carburant en 2024. Il n'y a pas de condition pour l'instant, il faut simplement mettre en place un accord ou une DUE au sein de l'entreprise. Pour l'instant, c'est simplement que peut-être après 2024, il n'y a encore pas de demande de texte réel qui existe, mais une preuve probable de l'employeur de l'absence de desserte de transport public ou d'utilisation du véhicule personnel qui est indispensable du fait des horaires particuliers du salarié. Donc actuellement, jusqu'à fin 2024, il n'y a pas de condition. À partir de 2025, il semblerait qu'on demande à l'employeur des preuves que le salarié habite loin, qu'il n'a pas de transport public à sa disposition pour venir sur le lieu de travail. Mais à suivre. Il y a la mise à disposition également d'un véhicule de service. Donc, notamment, ça doit parler pour les entreprises dans le BTP principalement. On peut insérer une clause dans le contrat de travail qui prévoit donc l'utilisation du véhicule de la société, donc du véhicule de service à des fins professionnelles seulement. En aucun cas à des fins personnelles. Simplement, il y a une tolérance URSSAF qui dit que ça ne constitue pas un avantage en nature si le salarié utilise le véhicule de l'entreprise pour se rendre à son domicile le soir ou le matin pour se rendre sur son lieu de travail. Donc, ça peut être un moyen quand même de fidéliser les salariés parce que ils n'ont pas de carburant
à utiliser pour venir sur le lieu de travail. Voilà. Il y a également donc le versement d'indemnités kilométriques. Donc pareil, on préconise de mettre en place une DIE pour fixer les modalités et les conditions de versement. Donc il y a une exonération sociale qui existe depuis très longtemps dans les limites qui sont fixées par le barème fiscal. Mais par contre, là, il faut bien une condition de preuve par l'employeur que le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour aller sur son lieu de travail. Donc, et que ce n'est pas une convenance personnelle. Donc, il faudra des justificatifs de trajet à donner au contrôleur URSSAF lorsque vous serez contrôlé. Il y a également donc le forfait mobilité durable qui, pareil, doit être mis en place par accord ou par décision unilatérale de l'employeur pour bénéficier des exonérations sociales qui sont assez importantes, donc à hauteur de 700 € par an par salarié, sans condition. Simplement, il faut montrer de l'utilisation d'un moyen de transport vert, c'est-à-dire un vélo électrique, covoiturage ou autre. Et une simple attestation sur l'honneur du salarié, pour l'instant, est autorisée. L'exonération peut monter jusqu'à 800 € par an par salarié avec l'abonnement, ça se cumule avec l'abonnement de transport. Il y a la prise en charge donc supralégale de l'abonnement de transport public. On préconise également de mettre en place une DIE pour fixer les conditions et les modalités, parce que pour l'instant, on ne sait pas encore. Pour l'instant, il n'y a pas de contrôle, enfin de redressement s'il n'y a pas de DIE, mais on le préconise parce que probablement que les contrôles là sont en train de reprendre et qu'il faudra par la suite exiger une DIE pour mettre en place les conditions et s'assurer que ce n'est pas administré de manière discriminatoire à certains salariés ou non. Donc, le régime social, c'est une exonération de charges sociales jusqu'à 75% du coût de l'abonnement en 2024, sans condition. Et pareil, potentiellement, à partir de 2025, il faudra une preuve par l'employeur que l'éloignement du salarié ne repose pas sur des convenances personnelles en cas de résidence dans une autre région que celle du lieu de travail. Donc, c'est par exemple des salariés qui souhaitent habiter dans des régions où peut-être les logements sont moins chers pour pouvoir du coup venir sur le lieu de travail et que l'employeur prenne en charge du coup les frais de transport. Il y a également la mise à disposition d'une flotte de vélos qui n'est pas très connue par les employeurs ou pas forcément mise en place. Donc on préconise également la mise en place d'une DIE. Le régime social, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une exonération totale de charges sociales. Ça ne constitue pas pour l'instant un avantage en nature. Il y a une grosse tolérance URSSAF. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant dans des sociétés de mettre en place une flotte de vélos et que le salarié puisse l'utiliser pour se rendre à son domicile, faire le trajet domicile-lieu de travail. Et dernière chose, mise à disposition de bornes rechargeables pour les véhicules électriques ou hybrides. Donc, le régime social, c'est pareil, il y a une tolérance URSSAF, ce n'est pas considéré comme un avantage en nature, mais il est fort probable que d'ici 2025, ça soit considéré comme un avantage en nature, vu que ça permet quand même aux salariés de recharger sa voiture de manière gratuite. Voilà. Donc, on vous a fait un petit tableau pour vous récapituler un petit peu les dispositifs et les cumuls autorisés entre les dispositifs. Donc, voilà, ça reprend un petit peu ce qu'on vient de dire avant, avec des cumuls, le fait que le cumul, par exemple, l'abonnement de transport en commun et forfait mobilité durable, au lieu de passer de 700, on passe à 800 € par an par salarié. Voilà, donc on vous a mis tout le détail, donc on vous laissera en prendre connaissance après le webinaire. On va passer au second levier que l'employeur peut mettre en place. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez tous bien normalement, c'est l'épargne salariale, avec plusieurs dispositifs qui existent. On a mis en premier lieu la prime de partage de la valeur, qui connaît un fort succès, mais qui n'est pas
vraiment un dispositif d'épargne salariale, mais qui tend à le devenir, parce que là, on est dans l'attente d'un décret qui permettra aux salariés, qui définira les conditions et modalités dans lesquelles un salarié peut mettre la prime de partage de valeur, donc la PPV, qu'il touche sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite, ce qui n'était pas possible jusque-là. On voit bien voilà, la volonté du législateur de rapprocher ce dispositif de ses frères et sœurs de dispositifs d'épargne salariale. Donc là encore, la prime de partage de la valeur, elle doit être mise en place obligatoirement, soit par un accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur. Parce qu'en gros, ce serait dommage que l'employeur fasse tout pour verser cette prime, pour que les salariés en bénéficient et qu'ils aient un régime intéressant, et qu'en fait, on n'ait pas cette DUE à présenter en cas de contrôle URSSAF, et que du coup, on se fasse redresser sur les sommes qu'on a versées. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Nous, on peut vous accompagner, bien sûr, pour la mise en place de la prime et la rédaction de la DUE. Donc là, le régime social actuellement applicable, c'est qu'on a une exonération de 3 000 € par an et par salarié, qui peut même aller jusqu'à 6 000 € si l'entreprise justifie d'un accord d'intéressement en cours. On a un régime fiscal qui va être différencié selon l'effectif de l'entreprise. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, on n'a plus d'exonération de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu. Donc, il y aura CSG, CRDS et impôt sur le revenu à la charge du salarié. Et pareil pour les salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 3 SMIC annuels. Par contre, dans les entreprises de moins de 50, on a toujours une exonération de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu pour les salariés, sauf si le plafond de rémunération est dépassé par le salarié. Donc voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, peu importe l'effectif de l'entreprise, elle ne paye pas de cotisation sociale quand elle verse une PPV. Donc c'est assez intéressant. Et bientôt, comme je vous le disais, le salarié pourra la bloquer sur un plan d'épargne s'il le souhaite. Donc voilà, ça pourra être intéressant pour les salariés qui perçoivent plus de 3 SMIC ou pour les salariés d'entreprises de plus de 50 qui auront maintenant de l'impôt à payer dessus. Donc on pourra neutraliser cet effet fiscal en le plaçant sur un plan d'épargne. On a aussi en matière d'épargne salariale l'intéressement, que je pense vous connaissez bien aussi, parce qu'on en fait quand même régulièrement, nous au cabinet, c'est quand même un dispositif qui est assez connu des employeurs. Donc là, c'est pareil, il doit être mis en place par accord d'entreprise ou par une décision unilatérale quand l'entreprise a moins de 50 salariés, c'est possible. Mais nous, ces accords, on les fait et on aime bien faire des accords d'entreprise à la ratification des salariés. Comme ça, en fait, on les fait on conclut directement cet accord avec les salariés. Donc, ça rajoute encore le fait de les intégrer complètement au dispositif et de vraiment de les associer, de leur montrer que c'est eux qui sont vraiment acteurs de la mise en place de cet intéressement et du versement éventuel de cet intéressement. Donc là aussi, il faut que l'accord d'entreprise soit bien rédigé avec toutes les clauses requises pour éviter tout risque de redressement en cas de contrôle URSSAF. Concernant le régime social dans les entreprises de moins de 250, on a une exonération de cotisations et contributions sociales avec un plafond collectif au niveau de l'entreprise qui est égal à 20% des salaires annuels bruts et un plafond par salarié qui est égal à 3/4 du PAS. Donc, en 2024, on est presque à 35 000 € par salarié, donc ce qui est déjà assez conséquent. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, petite spécificité, on aura quand même l'application d'un forfait social patronal de 20%. Et voilà, ce qui est à noter, c'est que les dirigeants d'entreprise peuvent en bénéficier. On peut prévoir dans l'accord d'entreprise qui seront aussi bénéficiaires de l'intéressement. Donc, ça peut aussi être un levier pour que le dirigeant prenne un complément de rémunération avec un régime social de faveur. Sur l'intéressement, on a un assujettissement donc à la charge du salarié, à la CSG-CRDS
et c'est aussi imposable, sauf si le salarié affecte la somme qu'il a perçue au plan d'épargne. Voilà, il n'aura pas d'impôt sur le revenu s'il laisse la somme bloquée au moins 5 ans. Et pareil, pas d'assujettissement s'il débloque la somme pour un événement particulier qui peut être un mariage, la naissance d'un enfant ou l'acquisition de sa résidence principale, par exemple. Toujours dans l'épargne salariale, on a aussi la participation qui, là, va être obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, mais qui peut aussi être mise en place de manière volontaire par les entreprises de moins de 50 salariés. Donc là, ça ressemble beaucoup à l'intéressement au niveau du formalisme juridique. On doit le mettre en place par accord ou par décision unilatérale. Donc là, on en a quand même moins pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation de le mettre en place. En général, elles préféreront mettre en place un accord d'intéressement. Mais ça peut aussi permettre aux employeurs de mettre en place et de la participation et de l'intéressement pour bénéficier du régime social de faveur pour chacun des dispositifs. Parce qu'en fait, ce n'est pas au cumul. Les deux régimes sont vraiment indépendants, donc ça permet de cumuler les deux régimes sociaux intéressants. Donc là, on a des conditions d'exonération qui sont à peu près les mêmes. On a une exonération de cotisation sociale pour les entreprises qui sont obligées de mettre en place la participation avec un certain plafond. Et pour les entreprises qui le mettent en place de manière volontaire, là, c'est un peu allégé parce que notamment, on n'a pas de forfait social patronal. Voilà, donc c'est vraiment calqué sur l'intéressement. Et pareil pour CSG, CRDS, comme pour l'intéressement. Et assujettissement à impôt sur le revenu, même chose, sauf si on place sur un plan d'épargne. Et enfin, l'employeur a aussi la possibilité de faire des abondements sur le plan d'épargne entreprise qu'il aura mis en place. En fait, quand le salarié place une somme sur son plan, l'employeur peut faire le choix de lui verser une somme pour abonder ce que le salarié a déjà mis. Donc cet abondement, il peut se faire sur la participation, sur l'intéressement, bientôt sur la prime de partage de la valeur, mais également sur les versements volontaires que le salarié déciderait de mettre en place sur son plan. Donc là, pour le régime social, on a également une exonération de cotisations et contributions sociales dans la limite par an et par salarié du triple de la contribution du salarié, sans que cet abondement puisse être supérieur à 8% du plafond annuel de la Sécu, donc ce qui représente un peu plus de 3 700 € en 2024. Et si on abonde un plan d'épargne retraite, on aura un double du plafond, c'est-à-dire on sera limité à 16% du PAS et pas à 8%. Pareil, spécificité pour les entreprises d'au moins 250 salariés. On n'aura pas de cotisation, mais par contre, l'entreprise devra verser le forfait social patronal de 20%. Et pareil, donc à ce niveau, on est vraiment aligné sur tous les dispositifs d'épargne salariale. Le salarié doit verser de la CSG-CRDS et de l'impôt sur le revenu, sauf s'il place sur son plan d'épargne. Il y a un troisième levier, donc les loisirs et vacances. Donc ce sont des dispositifs qui permettent, donc en effet, comme le disait Charlotte, de booster le pouvoir d'achat des salariés, mais c'est aussi un vrai moyen de fidéliser les salariés. En fait, du coup, on se rend compte que les salariés apprécient de plus en plus quand l'employeur met en place des choses pour leur faciliter leur vie personnelle. Donc, concernant les loisirs et vacances, il y a donc la mise à disposition d'équipements à usage collectif qui sont exonérés de charges sociales. C'est par exemple le matériel sportif, un baby-foot, des vestiaires, des douches au sein de l'entreprise. Il y a également, du coup, dans la même direction, le financement de prestations d'activités sportives et physiques, donc qui sont exonérées de charges sociales dans la limite donc, de 193 € en 2024 par salarié.
Donc, ça peut être intéressant. Ça avait été jugé et contrôlé et ça n'a pas été considéré comme un avantage en nature, donc pas soumis à cotisation dans une certaine limite qu'on vient d'indiquer. Attention, les financements de cours collectifs, enfin de cours personnels du salarié ne sont pas concernés. Ça concerne bien évidemment que les cours collectifs mis en place par la société ou les rassemblements sportifs. Ensuite, donc, il y a les chèques vacances. Donc, il y a deux choses à noter. C'est pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a deux plafonds, un plafond global et un plafond individuel. Donc, le premier plafond, c'est la moitié du SMIC en vigueur au 1er janvier par le nombre de salariés dans l'entreprise. Et le deuxième plafond qui est individuel, c'est 30% du SMIC par salarié par an, enfin du SMIC brut mensuel. Donc, les conditions, c'est bien sûr de mettre en place un accord ou une DUE et de moduler l'administration de chèques vacances en fonction des niveaux de rémunération. Voilà. Après, ça peut être également, il peut y avoir également des majorations par enfant à charge auprès des salariés. Donc, il y a une exonération des cotisations, sauf de CSG, CRDS et de versement mobilité. Et je voulais dire simplement qu'il y a un organisme qui est habilité à verser les chèques vacances, qui a le monopole là-dessus, donc ne pas hésiter à les contacter pour mettre en place des chèques vacances et à nous contacter pour tout ce qui est acte juridique, accord ou DUE. Pour les entreprises, par contre, de plus de 50 salariés, c'est assujetti aux cotisations sociales, étant donné que, en général, pour ce genre, en plus de société, il y a un CSE mis en place qui peut permettre de prendre en charge certains frais liés aux vacances. Donc, on arrive juste en dessous à la participation aux vacances de l'entreprise auprès des salariés. Donc, c'est exonéré de cotisation. Pareil, il appartient donc de fixer des règles et de demander des justificatifs aux salariés pour pouvoir bénéficier des exonérations. Concernant donc les cadeaux et bons d'achat, c'est assez connu par les employeurs. Donc, pareil, il y a une exonération dans certaines limites, donc qui est la même que pour le financement des prestations d'activité physique et sportive, donc de 193 € en 2024. Et pareil, c'est alloué pour des événements très particuliers, notamment Noël, rentrée des classes, naissance, mariage. Donc, ça permet également de ne pas administrer ces chèques cadeaux et bons d'achat à tous les salariés, mais seulement à certains salariés. Enfin, il y a donc les chèques culture, donc, qui sont exonérés de charges sociales sans limite de montant. Mais il y a une condition en cas de contrôle, que le salarié prouve bien que les chèques culture ont pour objet exclusif l'accès des salariés à des activités culturelles. Donc ça, de toute façon, c'est bien spécifié sur les chèques. C'est bien indiqué que les salariés ne peuvent l'utiliser que pour tout ce qui est culture, donc entrée au théâtre, au musée ou à chaque livre ou musique. Et les tickets restaurants pour les entreprises qui n'ont pas de panier ou autres, qui ne rentrent pas dans les conditions de versement de panier. L'exonération de la participation patronale doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur du ticket et dans la limite de 7,8 € pour 2024. Donc ça peut être intéressant, notamment les tickets resto par contre sont soumis à une condition de DUE parce que du coup, pareil, il y a des conditions de présence du salarié pour pouvoir bénéficier des tickets restaurants. Et dernière chose, quelque chose de méconnu par les petites structures, donc qui est possible de mettre en place notamment pour les entreprises de 5 à 50 salariés dépourvues de CSE, donc, qui ont un PV de carence pour les grosses structures.
qui est exonéré de cotisations sociales. Donc, c'est la mise en place d'un CSE externalisé. Donc, ça permet aux entreprises de bénéficier des avantages d'un CSE, des tarifs avantageux aussi que le CSE en général peut mettre en place via ce CSE externalisé. Donc, à Xence, on a un partenariat avec une structure qui peut vous accompagner dans cette mise en place. Voilà, donc, l'employeur pourra verser par mois ou par trimestre des sommes sur un compte du salarié qui lui permettra d'être utilisé pour les vacances ou pareil pour tout ce qui est entrée au cinéma ou autre. Donc, ça permet parfois, c'est un levier également de motivation des salariés en disant bah, si on remplit tel objectif cette année, on essaiera de verser tant sur votre CSE externalisé. Donc, bien aussi de faire attention lorsqu'on établit les DUE, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à nous contacter, de ne pas utiliser des critères qui sont discriminatoires, notamment parfois le statut, certains veulent privilégier les cadres, donc ça, c'est pas forcément conseillé. Et pareil, sur l'ancienneté des salariés, il y a des jurisprudences qui sont passées qui disent bien que l'ancienneté du salarié n'a pas normalement à être mise en avant dans les DUE. Donc, bien faire attention dans la rédaction des DUE et ne pas hésiter à nous solliciter pour les mettre en place. On a aussi un autre levier qui concerne les services à la personne, répartis en 4 dispositifs. On a l'employeur qui peut, s'il le souhaite, allouer des CESU préfinancés à ses salariés ou même participer directement pour les aider au financement des activités de service à la personne et de garde d'enfants. Donc, ici aussi, il faut absolument mettre en place une décision unilatérale de l'employeur pour fixer les conditions et modalités. Et comme le disait Louise, pour fixer des critères qui ne soient pas considérés comme discriminatoires. C'est vraiment ce document qui sera demandé en cas de contrôle URSSAF pour valider le fait que l'employeur n'a pas à payer ses cotisations dessus à juste titre. Donc pour ce régime, on a une exonération de cotisation sociale dans la limite de 2 421 € par an et par salarié. Donc ça, c'est le montant pour 2024 et c'est réévalué chaque année. L'employeur peut aussi verser une subvention à la crèche pour réserver ce qu'on appelle des berceaux d'entreprise. En fait, c'est simplement qu'il verse une somme à la crèche pour qu'en contrepartie, elle réserve des places pour les salariés de l'entreprise. Donc, dans ce cas très particulièrement, il faut vraiment rédiger la décision unilatérale pour déterminer de quelle manière on répartira les berceaux entre les salariés. Par exemple, l'entreprise ne peut réserver qu'un berceau, mais du coup avoir plusieurs salariés. Donc la DUE, elle va permettre de déterminer sur quels critères on se fonde pour allouer le berceau à un salarié et pas à un autre. Il ne faudra pas qu'on réserve le berceau pour Monsieur X et ne pas le réserver pour Monsieur Z, mais sans avoir fixé un critère objectif. On a d'ailleurs le bulletin officiel de la sécurité sociale qui nous a ajouté une nouvelle condition là, depuis le 1er mai, donc c'est tout récent, qui nous indique bien que dans le contrat entre la crèche et l'employeur, donc au titre de cette réservation, il fallait bien prévoir les critères objectifs d'attribution des berceaux. Donc on vérifiera la DUE, on vérifiera le contrat entre la crèche et l'employeur en cas de contrôle. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. L'employeur peut aussi verser une participation aux salariés pour réduire le coût de la crèche et de la micro-crèche. Là, on est limité à 2 421 € par an et par salarié, alors que pour les berceaux d'entreprise, on n'a pas de limite d'exonération. En fait, c'est vraiment le dispositif qui est le plus avantageux parce qu'on n'a pas de limitation. Donc, c'est vraiment celui pour lequel la DUE est la plus importante. Et enfin, l'employeur peut aussi verser directement une subvention à la crèche
ou à la micro-crèche pour réduire le coût supporté par le salarié. Et là, on retombe sur la même limite d'exonération que pour le dispositif 1 et le dispositif 3. Et là, pour avoir le montant exonéré, on devra faire la différence entre le tarif de base sans réduction appliqué par la crèche et le tarif préférentiel dont bénéficie le salarié de l'entreprise. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à nous, si vous souhaitez mettre ça en place, c'est des choses qui sont vraiment demandées de plus en plus quand on voit comme c'est difficile d'avoir des places en crèche. Ça peut vraiment être des leviers qui sont très regardés par les salariés pour se faire recruter ou pour se faire fidéliser dans l'entreprise. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant si on le met en place pour sécuriser les exonérations de cotisations sociales. Et enfin, le dernier levier, un peu pour ouvrir à la fin de cette présentation sur ce qui peut être possible. Tout ce qu'on a vu avant, c'était des avantages ou des sommes d'argent qu'on peut verser aux salariés, alors que là, ça va plutôt être des dispositifs qu'on met en place en termes d'organisation du travail. On voulait notamment vous parler du télétravail qui s'est beaucoup développé avec le Covid. Et en même temps, on voulait attirer votre attention sur l'importance de mettre en place une charte ou un accord pour déterminer les critères et pour limiter, encadrer le télétravail, parce qu'on a eu beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées après le Covid avec du télétravail un peu de guerre, en fait, où on l'avait mis en place dans une situation inattendue et exceptionnelle. Et on s'est retrouvé après avec des entreprises qui voulaient revenir à leur rythme de croisière, mais des salariés qui ne voulaient pas forcément revenir. Donc, d'où l'importance de tout cadrer dans un document. Et voilà, c'est vraiment des choses qui sont regardées par les salariés au moment du recrutement parce que forcément, ça leur permet de réduire leur temps de trajet, améliorer la conciliation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, améliorer leur qualité de vie au travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité déménager à la campagne, par exemple, quand ils travaillent en ville. Donc, le télétravail, dans ces cas-là, c'est vraiment décisif pour les salariés quand ils recherchent un emploi. Et il y a aussi des avantages pour les employeurs qui peuvent réaliser des économies d'échelle sur les locaux, sur les dépenses courantes. On a maintenant des entreprises qui achètent des bâtiments ou des bureaux ou qui louent des bureaux sans un nombre de places correspondant exactement au nombre de salariés qu'ils ont, mais du coup qui font des rotations, donc ça permet quand même d'alléger vraiment les coûts en la matière et ça permet aussi à l'employeur d'être attractif pour recruter. On a bien vu que les dernières années, les problématiques de recrutement sont au centre de la vie des entreprises, donc le télétravail peut aider à moins avoir de difficultés pour recruter. Et on a aussi un sujet qui est moins pratiqué, mais qui quand même voit le jour dans les demandes des salariés et aussi dans quelques entreprises qui essayent de le mettre en place. C'est la semaine de 4 jours et demi ou même la semaine de 4 jours. Donc là aussi, avec les mêmes enjeux que le télétravail, donc toujours améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie privée, réduire le stress, réduire aussi le temps de trajet. Quand on est sur la semaine de 4 jours, il y a un trajet en moins par semaine, ce qui n'est pas négligeable, notamment dans les grandes villes où les temps de trajet peuvent être vite très longs. Et pour l'employeur, pour les entreprises qui ont testé et qui ont déjà pu en tirer des enseignements, on voit que ces entreprises remarquent une augmentation de la productivité, elles remarquent moins d'absentéisme et là aussi on peut avoir des économies sur les locaux, les dépenses courantes de l'entreprise et c'est vraiment des leviers qui peuvent faire la différence entre une entreprise qui le met en place et une qui ne le met pas en place. Donc là aussi, on ne peut pas se contenter de faire du cas par cas pour la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. C'est vraiment, en fait, il faut revoir toute l'organisation de l'entreprise et pour cela, il faut passer par un accord d'entreprise. C'est vraiment ce qui est préconisé. Donc là, pareil, si vous avez ce projet en tête, n'hésitez pas à nous solliciter pour que nous, on puisse vous accompagner dans le formalisme juridique
de ces nouveaux modes d'organisation du travail. On vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous les écrire via le chat sur le côté et sinon, n'hésitez pas par la suite de prendre connaissance du support et puis de nous recontacter, soit nous directement, soit vos gestionnaires de paye afin qu'on puisse vous répondre. Voilà, il y aura un replay du webinaire et voilà, vous pouvez nous demander le support si vous le souhaitez. Voilà. Et on organise un nouveau webinaire le mois prochain. Vous recevrez bientôt l'invitation qui fait un peu écho à ce webinaire. Parce que du coup, on va vous présenter le contrôle URSSAF de manière assez succincte et voilà, vous présenter un peu tous les risques de redressement. Les risques de redressement, sur quoi les contrôleurs, les thèmes qui sont contrôlés dans les entreprises. Voilà. Donc, parce qu'on a vu que de plus en plus, il y avait des contrôles URSSAF qui reprenaient. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous, en tout cas, d'être alerté sur les différents thèmes mis en avant lors du contrôle. On vous remercie beaucoup pour votre attention et bon appétit. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.